Et ce week-end, il y avait des élections en Italie, des élections sans majorité absolue et qui ont redistribué les cartes dans le pays. C'est une coalition de droite et d'extrême droite rassemblant la formation de Silvio Berlusconi et la Ligue du Nord, alliée du Front National au Parlement européen, qui culmine à 37% des voix. Le patron de la Ligue du Nord, Matteo Salvini, a d'ailleurs ce matin demandé la direction du nouveau gouvernement. Le mouvement 5 étoiles est quant à lui devenu la première force du pays avec 32% des voix et le Parti démocrate de l'ancien chef de gouvernement Matteo Renzi n'a rassemblé que 19% des suffrages et on vient de l'apprendre, Matteo Renzi a démissionné suite à cette défaite. Vous l'aurez compris, l'extrême droite est en position de force, tous les partis vont devoir discuter pour former une majorité, ça va prendre des semaines, la prochaine étape c'est le 23 mars, date à laquelle le Parlement se réunira pour élire les deux présidents et constituer les deux groupes parlementaires, enfin les groupes parlementaires. En plateau avec moi j'ai Gaël Brustier. Gaël, bonsoir, qu'est-ce que ces résultats t'inspirent tout d'abord ? Bonsoir. Tout d'abord, je pense que c'est la fin de ce qu'on appelle la Deuxième République italienne. C'est-à-dire que la Deuxième République italienne est née, en fait, a été portée sur les fonds baptismaux en 1993-94 par Silvio Berlusconi, qui était homme d'affaires et qui était descendu dans l'arène en embarquant avec lui deux partis politiques d'extrême droite, le MSI, qui aujourd'hui fait 4%, son descendant, et puis la Ligue du Nord, qui aujourd'hui fait plus de 18%. Et ce système politique, en fait, a été plombé par la crise, par une décennie aussi de stagnation économique entre 2000 et 2010. Et toute la classe politique, en fait, qui avait dominé cette Deuxième République, a payé très cher hier. Le Parti démocrate avec 19%, Forza Italia avec 14%. Et c'est la première leçon. Les deux mouvements populistes qui, en fait, ont fait une course de fond pour imposer leur thème, c'est-à-dire la Ligue du Nord, qui est un populisme identitaire, et d'autre part, le mouvement 5 étoiles, qui est un populisme que je qualifierais de pureté cristalline, puisque si on se remettait au manuel de sciences politiques, il répond à tous les critères du parfait mouvement populiste, et il fait plus de 32%. La Ligue du Nord, qui au départ s'était fait connaître pour un régionalisme vraiment acéré, maintenant c'est plus un nationalisme qui est totalement affirmé aussi. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait un leader qui s'appelait Umberto Bossi, qui était le sénateur, comme on l'appelait, et qui glorifiait en fait la Padanie, un pays imaginaire, le long de la plaine du Pô, et qu'il voulait créer en se séparant de Rome la voleuse et du sud du Mezzogiorno et des Feignants. D'accord. Il a eu quelques problèmes avec la justice, sa famille aussi, il a fini un peu mal, et il était remplacé par Matteo Salvini, qui a à la barbe en fait des vieux chefs de la Ligue du Nord, imposer une autre ligne que la ligne séparatiste du Nord, qui est une ligne nationale identitaire et qui consiste en fait à défendre les Italiens contre les musulmans. Les Italiens d'abord, en bref. C'est les Italiens d'abord pour Salvini. Les Italiens d'abord. En fait, c'est comme si les identitaires en France avaient réussi une OPA politique sur l'ensemble de la droite, ce qui vient de se passer. Alors, en mettant tout ça en perspective, est-ce qu'on peut comparer, Alexis, les résultats de cette extrême droite italienne à ce qui s'est passé aux bons résultats récents du Front National en France? Ou alors c'est un petit peu mélanger deux choses qui ne sont pas comparables? C'est deux pays qui ne sont pas comparables, pas avec la même culture politique et pas la même histoire. Le Front National, c'est un parti qui a beaucoup plus d'histoire, et là, on a quelque chose de plus récent. Et puis, l'héritage fasciste aussi qui est revendiqué en disant finalement, le fascisme, c'est une politique sociale, le côté préférence nationale, c'est normal, et des situations nationales qui sont très différentes. Enfin, l'Italie a été lâchée par les partenaires européens sur cette question de l'immigration, qui a été très ressentie dans le débat, qui a pesé. Évidemment, il n'y a pas que ça, et il n'y a pas du tout le même vécu par rapport à ça. Donc c'est différent, et puis c'est le succès aussi. Je pense que ici, le Front National a joué un peu à arriver au pouvoir sans y être prêt. Là, c'est des gens qui veulent le pouvoir d'une manière régionaliste, de manière nationale, et on voit bien que Salvini a d'énormes ambitions. Là, il arrive direct en disant bon, bah, maintenant, avec ce score-là, il va falloir négocier autrement avec Papy, Silvio Berlusconi, et trouver des solutions. Alors, en parlant de cette alliance, on a l'impression que c'est quand même un petit peu baroque. On a Silvio Berlusconi et Matteo Salvini. Alors, ils ont le Milan AC en commun, parce que je crois que Salvini était un ancien ultra du Milan AC, et Silvio Berlusconi a été le président du club pendant des années. Est-ce que c'est, selon toi, Gaël, une coalition d'opportunités, ou alors est-ce qu'ils ont vraiment une idéologie en commun? De toute façon, depuis 1994, en fait, la Ligue du Nord et Berlusconi, c'est Richard Burton de Listelor. D'accord. Donc ce sont des drames, ce sont des ruptures, des rabibochages. En 1995, c'est la Ligue du Nord qui fait tomber Berlusconi. Et puis ensuite, c'est elle qui débauche Tremonti, qui était le ministre de l'économie de Berlusconi, et qui fait pression sur Berlusconi avant que celui-ci ne chute. Donc c'est pas du tout étonnant. Ce sont des partenaires dans l'instauration de la Deuxième République. Et en même temps, comme dirait l'autre, c'est de la part de la Ligue du Nord, c'est une réinvention complète qui lui permet de survivre en fait à cette Deuxième République. D'accord.
Parce que le Forza Italia n'y survivra pas, et Meloni et les anciens Fratelli d'Italia sont maintenant très faibles. Ouais. Les seuls à cette sortie d'affaires de toute cette période, de ces 25 ans de gouvernement de la Deuxième République, c'est la Ligue du Nord. Et d'une certaine manière, Berlusconi avait tué Gianfranco Fini du MSI, il avait tué Umberto Bossi de la Ligue du Nord, il n'a pas tué Matteo Salvini, qui peut lui tuer. Ok. En quelques mots, messieurs, le mouvement 5 étoiles, quel enseignement tirer de cette victoire, de ce chiffre, 32% des voix récoltées? Alexis, c'est quoi ton sentiment C'est une belle victoire, d'autant plus que le mode de scrutin a été réformé justement pour éviter que le mouvement 5 étoiles arrive éventuellement à la majorité. Donc c'est vraiment un Italien sur 3 qui a voté pour ce mouvement-là, avec un mouvement qu'on n'arrive pas à saisir en fait. Comme vous dites, c'est le populisme dans tous ses états, avec la veille on est contre l'euro, le lendemain on va dire non mais finalement l'Europe est la grande maison de l'Italie, et puis des différences régionales énormes. Ils ont mis de l'eau dans leur vin quand même, parce que l'euro, c'était quand même quelque chose, c'était un thème affirmé. L'euro, ils en parlaient comme d'une damnation. Je crois qu'ils ont quand même un siège au Parlement européen avec le UKIP. Donc, et d'ailleurs, ils sont revenus en disant c'était peut-être pas une bonne idée. Donc, durant cette campagne, ils ont vraiment adouci le discours eurosceptique, europhobe, en disant non, mais attendez, on va voir. Sans doute pour aussi séduire pas mal d'électeurs du Parti démocrate de Renzi qui ont été extrêmement déçus par ce qui a été donné. Donc, il y a de la gauche, il y a de la droite, il y a un peu tous les déçus de la politique italienne qui se retrouvent dans le mouvement 5 étoiles en disant bah, tiens, on va leur donner leur chance, essayer, même si la gestion des villes de Turin et Rome n'est pas formidable, et là ils ont fait des scores moindres qu'au niveau national, mais voilà, le fait est là, c'est un acteur majeur qui s'est créé en 5 ans sur une idéologie flottante, mais du mécontentement. Donc ça a fonctionné, mais aujourd'hui, sans faire Madame Irma, je vous demande vraiment pas ça, mais c'est quoi le scénario le plus plausible, le plus probable? C'est très compliqué à dire parce qu'il y a des rapports de force à l'intérieur de la destra italienne qui est vaste. Berlusconi a des moyens aussi qu'il ne faut pas sous-estimer. Il y a certes ces 14%, mais il y a un certain nombre de télés, et ce sont des armes de destruction massive pour qui s'en prendrait à lui de manière trop affichée. Donc les rapports de force à l'intérieur de la droite ne sont absolument pas réglés par le nombre de députés. Ensuite, le mouvement 5 étoiles a une politique qui consiste à dire maintenant à tous les partis venez négocier avec nous. La réalité, c'est que ils ne peuvent pas véritablement faire alliance avec la Ligue du Nord, ni en fait avec personne pour l'instant, et la position d'attente de la chute de cette Deuxième République et de l'effondrement de son système partisan est la position qui semble la plus probable de la part de Di Maio et de ses amis du M5S. D'accord. Bah écoutez, merci pour vos lumières sur l'Italie. On va passer maintenant à l'Allemagne. Vous bougez pas, j'ai vraiment besoin de vous encore. En Allemagne, c'est simple, qu'est-ce qui s'est passé? L'Allemagne a une nouvelle coalition. Après des mois de débats parfois houleux, ça y est, c'est acté. Il y a un accord de gouvernement entre les sociaux-démocrates d'un côté et la droite d'Angela Merkel de l'autre. Ça a été accepté à part 66% des voix. Dans une dizaine de jours, il est probable que la chancelière soit réélue pour la 4e fois. Mais on a l'impression, cette fois-ci, que son mandat pourrait être plus compliqué que les précédents. Gaël Brustier, je sais que... excuse-moi, Alexis, l'Allemagne, c'est un sujet que... Voilà, tu es un expert de toute cette politique européenne et de l'Allemagne. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines qui viennent? Alors, expert, non, je n'irai pas jusque-là, mais ce qui va se passer, ce qui s'est passé déjà, c'est la signature, l'arrêt de mort du SPD. Je pense que ça va être très compliqué de refaire encore un gouvernement avec Merkel, sachant que le dernier a été catastrophique pour eux dans les urnes, et le positionnement, enfin, on n'apprend rien. Qu'est-ce que le SPD a gagné, à part de rassurer les alliés européens, et notamment Emmanuel Macron, qui est très content de cette alliance, parce qu'on va pouvoir continuer dans le même sens. Il a déclaré. Et derrière, il y a quoi? Il y a une peur panique de dire, mais attendez, s'il faut revoter, il y a la pression de l'AfD, donc il faut absolument faire peur. La CDU n'est pas capable de faire autre chose que cette GroKo. En même temps, ils se connaissent, ils savent quoi faire, la politique va être la même. Je pense que ce sera extrêmement difficile d'imposer des thèmes sociaux de la part du SPD. On va avoir la même doxa budgétaire et la même politique internationale avec cet axe franco-allemand qui va être renforcé. Je ne vois pas ce qu'ils ont à y gagner. C'est 66% des militants du SPD qui ont décidé de voter pour. Ouais. Je pense éventuellement, il y aura peut-être à un moment à se poser la question de c'est quoi le SPD. On ne peut pas continuer comme ça dans des coalitions perdant-perdant. Et du coup, gouverner à minima comme ça, est-ce que c'est pas... Voilà, on parle de la pression de l'AfD qui fait quand même des bons résultats en septembre dernier. Est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt, cet accord de gouvernement? Est-ce que dans les prochaines années, ça va pas déboucher sur des résultats encore plus importants de l'extrême droite? Gaël, t'en penses quoi?
il y a un cataclysme électoral et politique en Allemagne avec la percée de l'AfD et tout ce que ça charrie derrière. C'est-à-dire que l'AfD, c'est pas seulement un mouvement anti-immigré, c'est aussi une révision complète du rapport que l'Allemagne a à l'histoire de l'Europe et à sa propre histoire. Donc ça n'est pas rien. Pour le SPD, c'est une structure vieillissante. En vérité, comme le SPO, son voisin autrichien, ce sont des partis qui sont maintenant peuplés de vieux. Avec des directions qui sont des directions assez coupées de leur propre base, assez coupées de l'ensemble de la société, et qui sont victimes aussi du déclin de la social-démocratie en Europe, qui est un déclin qui a commencé il y a une trentaine d'années. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les 30 glorieuses, et le SPD n'a pas su se reconvertir. Et il est en train de payer cela. Et enfin, il paye des très mauvaises campagnes, parce que ce soit son ministre-président de Schleswig-Holstein ou ce soit Martin Schulz, les campagnes qu'ils ont menées ces derniers temps ont été purement et simplement catastrophiques à tout point de vue, autant sur la stratégie que sur la communication. On a l'impression quand même, sans faire de lien entre l'Italie et l'Allemagne, mais on a l'impression quand même que l'extrême droite pousse encore électoralement très fortement. Et même si on avait pu observer l'année dernière un petit essoufflement de tous ces partis d'extrême droite qui prenaient de plus en plus d'importance dans les urnes, est-ce que c'était quelque chose qui était... Est-ce que c'est durable, cette percée de l'extrême droite en Europe? C'est durable, donc l'Europe continue ce qu'elle fait. C'est un ras-le-bol, c'est la construction. L'Europe d'aujourd'hui, c'est plus la même, c'est plus les 30 glorieuses, c'est plus le charbon et l'acier, c'est plus l'atome, enfin on est passé à autre chose. Et on est 28, 27, 28, bon on sait pas, on va voir. Et maintenant on veut faire rentrer les Balkans, il y a des pressions extérieures qui sont incroyables. On voit bien qu'avec les institutions d'aujourd'hui, l'Europe a été incapable de résoudre la crise migratoire, incapable de résoudre les questions sécuritaires, incapable de résoudre l'emploi et le social. Le troisième pilier social européen, ce pilier invisible qui fait tenir l'édifice, on voit bien qu'il n'est pas là. Donc c'est ce ras-le-bol, il ne faut pas le mettre sur le dos de la crise migratoire, c'est un ras-le-bol global d'une politique européenne qui ne sert à rien. Et au niveau des populations qui se rendent compte que le niveau de vie a stagné. J'en parlais dans une chronique, le nombre de travailleurs pauvres. Et cette question de dire, mais l'Europe, c'était bien quand elle proposait un avenir aux enfants. Alors on sort toujours Erasmus+, etc. Là, on va faire Interrail pour les 18 ans de cette année. Mais quel avenir aujourd'hui l'Europe propose aux enfants, à part de dire on va faire l'Europe de la défense? Super. Non, je crois qu'il y a une vraie question à poser. Et toutes ces campagnes nationales, et l'élection d'Emmanuel Macron en fait partie, elles sont toutes liées. Il n'y a pas de pays maintenant qui est isolé. Ça, c'est la grande réussite, c'est que n'importe quelle politique nationale dépend d'enjeux et de partenaires européens. Ça, qu'on le veuille ou non, c'est un fait. Maintenant, ce qui se passe à Bruxelles, il faut complètement revoir le logiciel. Ok. Gaël, Alexis, merci beaucoup pour vos lumières. Elles ont été vraiment nécessaires pour le traitement de ces deux pays. Et je vous dis à bientôt sur le plateau du Média, du coup. Mercredi. Mais après, à mercredi.